Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. On va être honnête avec nos auditeurs. S'ils entendent le gazouillis des oiseaux, voire même peut-être quelques poules, c'est parce qu'on a fait le choix aujourd'hui de faire cet épisode au jardin. Pas de raison finalement de s'enfermer dans un studio sans fenêtre alors qu'on a enfin ce beau soleil qu'on attend et cette vitamine D bien nécessaire. Au menu du jour, Guy, nous allons parler de quelques vedettes de la bourse de Bruxelles. Vincent Juvin nous rejoint en fin d'épisode pour une analyse de la macro vers la microéconomie dans le contexte géopolitique que l'on connaît assez bien. On va peut-être commencer avec un décryptage des chiffres américains sur la création d'emplois qui sont sortis la semaine dernière. Mais ils étaient très attendus, ces chiffres de l'emploi publiés vendredi. Alors, on attendait des chiffres plus modérés qu'en mars. En mars, les créations d'emplois avaient été très élevées. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a eu des destructions d'emplois, on se souvient, il n'y a pas si longtemps. On commençait à s'inquiéter un petit peu. On attendait 65 000 emplois. Finalement, on est à 115 000, donc un très bon chiffre pour ce qui est de la vitalité de l'économie américaine. Certains pourraient d'ailleurs dire oui, mais c'est gentil tout ça, mais si la bonne tenue de cette économie et les créations d'emplois se confirment, ça éloigne éventuellement la possibilité d'une baisse des taux. Je ne sais pas si on est encore vraiment dans un contexte de baisse des taux, enfin pas dans l'immédiat, mais il faut aller voir les autres chiffres publiés ce même jour en relation avec l'emploi, à savoir celui des salaires. On attendait des salaires en hausse de 3,8% sur un an, on est à 3,6%, on est en dessous. Donc on pourrait dire que ceci compense cela. Finalement, les créations d'emplois sont très toniques, mais les salaires sont plutôt plus sages que prévu. Donc au total, la nouvelle est doublement bonne, pourrait-on dire. Donc les fondamentaux économiques sont bons. Maintenant, il faut bien reconnaître, et la plupart des analystes insistent là-dessus, les fondamentaux, c'est gentil. Les marchés aujourd'hui se focalisent surtout sur les résultats d'entreprise, aux États-Unis en tout cas, et il faut bien reconnaître qu'ils sont excellents, ces résultats. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu des progressions de bénéficiaires aussi importantes. En tant qu'on parle de résultats, tant qu'on parle des États-Unis, faisons quand même peut-être un petit point sur cette tech américaine. On l'a évoqué la semaine dernière. Il y a quelques résultats cette semaine qui ont confirmé finalement le constat qu'on faisait la semaine dernière. Oui, il faut quand même citer, on ne va pas revenir trop longuement, puisqu'on a deux vedettes belges à évoquer, mais revenir sur une valeur qui est AMD. J'avais cité AMD, donc American Micro Devices, la semaine dernière, en évoquant l'ancienne fonderie, division fonderie qui est devenue autonome. Mais cette entreprise a publié des résultats excellents la semaine dernière. Le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes, le bénéfice par action aussi. On attendait 1,27 $, c'est 1,37 $. Alors, ce ne sont pas des niveaux records, parce que le premier trimestre de l'année n'est pas le plus fort, le plus vigoureux, mais en fait, à un an d'écart, ce bénéfice a bondi de 43%, ce qui n'est quand même pas mauvais. Le cours a bien progressé suite à ces annonces. Il a encore progressé en fin de semaine. Résultat, depuis le début de l'année, le cours d'AMD a doublé. Il a fait fois 4,5 en un an. Ça confirme ce que l'on a dit à plusieurs reprises. Oui, parenthèse, les acheteurs sont massivement à l'achat, même si un certain nombre sont à conserver simplement. Mais donc, oui, ça confirme ce qu'on a dit. Les vedettes étaient à garder peut-être, les vedettes techno, mais il fallait élargir absolument sa palette bien au-delà des 7 magnifiques. On avait déjà évoqué AMD, on a déjà évoqué Broadcom. Un petit mot d'ailleurs aussi sur Intel, qui a bondi encore vendredi de 14% suite à un accord de livraison de puces à Apple. Intel, on se souvient que les États-Unis avaient pris une participation il y a un an à peu près. C'est Donald Trump qui avait initié ça. Il faut bien reconnaître qu'il a eu du flair, même si forcément, quand Washington prend une participation, du coup, tout le monde y croit. Évidemment, c'est un phénomène classique. C'est comme quand Warren Buffett achète une action. Enfin, n'empêche qu'ici, le bon est conséquent et le conséquent est faible. En un mois, Intel a bondi de 110% et de 500% en un an. Alors, petite remarque cynique, si l'on veut, Washington a fait une plus-value de l'ordre de 50 milliards sur cet achat, ce qui finance la guerre contre l'Iran. Bon, enfin, voilà.
Ça Ça donnera un devait bel argument à Donald Trump. exactement. Mais Et maintenant, petite consolation, il y a une petite bonne nouvelle aussi, c'est vrai, ne l'oublions pas, dans la techno européenne, Wall Street a bien progressé la semaine dernière, l'Europe n'a rien fait, mais STMicroelectronics a quand même progressé de 6,5% la semaine dernière et de 131% dès lors sur un an. On n'est pas au niveau des technologies américaines, mais ben voilà, on n'est pas tout à fait capot, comme on disait d'antan dans un jeu de société célèbre. Et d'où l'importance effectivement de s'élargir dans la tech et de ne pas rester focus sur cette magnifique. Mais tant qu'on revient en Europe, faisons donc un focus hein, sur Bruxelles, puisque la semaine dernière a quand même été marquée par plusieurs événements, en l'occurrence Umicore, hein, qui a publié, c'était pas vraiment des résultats, mais en tout cas un communiqué. Et le ton de ce communiqué était quand même résolument optimiste. Ah, résolument, oui, tout à fait. Je vous en rappelle simplement le titre. Un début d'année solide positionne Umicore pour une performance robuste en 2026. Que des beaux mots. Ce que, bon, voilà, absolument. Et on est en Europe et en Belgique en particulier, on n'est jamais aussi dithyrambique qu'aux États-Unis, où on peut l'être parfois même quand ça marche pas du tout. Donc, visiblement, le marché se dit, ah, c'est vrai, c'est beaucoup mieux qu'on l'imaginait. C'est d'ailleurs ce que Umicore a expliqué. Une entreprise est tenue d'avertir les investisseurs quand ça va moins bien qu'elle l'imagine, que ces investisseurs, pardon, l'imaginent, mais finalement, elles se sont obligées, et c'est logique, de les prévenir aussi, de manière à ce qu'ils ne soient pas trop pris par surprise si c'est très bon. Alors, bon, on sait que le talon d'Achille d'Umicore, c'est la division batterie, qui Mm. est très importante, hein. On rappelle, si besoin en était, que l'entreprise a misé sur les batteries nickel, manganèse, cobalt, NMC, ne se rendant pas compte que l'alternative lithium fer phosphate était plus avancée que prévu, sous l'impulsion des Chinois. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, si cette division fonctionne encore plus ou moins bien, c'est pas grâce à des ventes records, c'est grâce au fait que les clients qui avaient souscrit des contrats, c'était des bonnes nouvelles à l'époque, on dit oui, ils ont des beaux contrats avec Volkswagen notamment, mais ces clients ne peuvent pas suivre vu que ces batteries sont en retard, enfin, elles sont tellement demandées, moins demandées, et donc ils payent des pénalités. Ouais. Donc la division gagne de l'argent grâce aux pénalités, c'est pas vraiment glorieux, ça n'est pas ce qu'on appelle un bon business model. Bah, bon, ça lui permet de surnager pour l'instant. Heureusement, les autres secteurs, ça va. Les autres secteurs, ça va et ça va même très bien, franchement. Notez que Umicore a une grosse division cobalt, donc indépendamment même de ses batteries au cobalt. Le cobalt est utilisé aussi dans les alliages parce qu'il est très résistant à la chaleur, il est très dur, d'où outillage, il a des propriétés magnétiques intéressantes, d'où usage dans les aimants, ces aimants qui sont tellement importants pour les voitures électriques. Ceci dit, c'est vrai qu'on essaie de trouver des alternatives, vu que les 3/4 du cobalt mondial proviennent du Congo, où ils sont produits dans les conditions que l'on sait. Donc, pour des raisons aussi éthiques qu'on essaie de le remplacer. Il n'empêche que la demande est soutenue aujourd'hui. Le cours du cobalt était, fin 2024, de 24 000 $ la tonne. On est à 56 000 aujourd'hui. Donc, belle progression, ça marche très bien. On est loin des records, hein, soit dit par parenthèse. Il y a 8 ans, on a connu 96 000 $ la Ah oui. tonne. Enfin bon, donc on n'est pas au record, mais ça améliore bien le marché, la demande est soutenue. Autre division qui se porte bien, en un mot, les catalyseurs pour les moteurs thermiques. Ben oui, le moteur thermique reste majoritaire dans le monde, et comme on veut diminuer la pollution, les pots catalytiques, ça marche pas mal, aussi bien en Europe qu'en Inde et en Chine, a signalé Umicore. Enfin, dernière division qui marche très bien, c'est le recyclage des métaux. C'est la grande spécialité en fait d'Umicore dans son usine d'Hoboken près d'Anvers. J'ai présenté naguère le patron d'Umicore au Midi de Trends, et il a raconté à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, que les années fastes, quand les prix des métaux, or, platine, argent, mais aussi germanium par exemple, sont très soutenus, mais cette usine dégage une rentabilité des capitaux investis de plus de 100%. Donc c'est une poule aux œufs d'or quand Ouais. tout va bien, et soyons clairs, l'usine de Hoboken est une poule aux œufs d'or aujourd'hui. Donc on avait redécouvert déjà Umicore l'année passée à la faveur de la forte progression des cours de l'or. Le cours qui était de 8 € il y a un an, une misère, avait doublé en 3 mois. Il avait continué à bien se porter, et aujourd'hui, il a de nouveau bondi. Et fait à remarquer, il avait progressé de 17%
pardon, il avait bien progressé de 15% le lundi, très joli bond, mais ça s'est confirmé dans le reste de la semaine. Ce qui est important. Ce qui est très important, effectivement, il y a sûrement eu des prises de bénéfices, mais c'était plus que compensé par de nouveaux achats et Umicore progresse de 27% sur la semaine. Umicore, décidément, on y croit, même si on est encore très loin de la situation que l'on imaginait il y a quelques années et même si les batteries restent en panne. Les analystes restent positifs. Mais ils sont partagés entre conserver et acheter. Donc, pas plus positif que ça, mais je dirais que si on se fie aux progressions de cours de la semaine, là, on se rend compte que le courant vendeur est quand même puissant. Et à mon avis, Le courant acheteur. un grand acheteur est quand même assez puissant. Et je serais tenté de penser que ça l'emporte sur le nombre de conservés que l'on observe chez les analystes. Alors, l'autre vedette de la bourse de Bruxelles qui a publié des résultats la semaine dernière, c'est AB InBev, évidemment. Et c'est vrai que là aussi, finalement, il y avait un petit changement de tendance dans ces résultats. Mais oui, oui, absolument. Il est petit et grand à la fois. En fait, le chiffre principal, c'est premier trimestre 2026, vente de bière plus 1,2%. Alors, plus 1,2%, Petit. c'est tout petit, c'est pas le Pérou. Oui, mais ça change beaucoup parce que ces ventes de bière étaient en repli encore au quatrième trimestre de l'an dernier et pour le 11e trimestre d'affilée. Donc, ça fait 3 ans quasiment que les ventes de bière étaient en baisse, en repli, parfois non négligeable. Donc, plus 1,2%, c'est du coup spectaculaire. Ce qu'il faut quand même considérer, le marché ne l'ignore pas, c'est que la baisse des volumes, assez mesurée, on n'est pas à moins 10% par an non plus, bien entendu. Cette baisse des volumes était quand même compensée, et même largement, par, d'une part, une maîtrise des coûts, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler la premiumisation de la gamme. Exemple frappant, l'an dernier tout simplement, volume moins 2,3%, revenu par hectolitre plus 4,4%. La différence est sensible et c'est quand même très appréciable qu'on arrive à gagner plus d'argent quand on vend moins. Donc ça signifie quand même grosse efficacité. Les marges en hausse, elle est un petit peu en repli au premier trimestre de cette année. Mais donc voilà, si en plus maintenant les volumes augmentent, tout va bien. Je fais une petite parenthèse. On sait qu'AB InBev est une société belgo-brésilienne. Ce sont les Brésiliens qui ont pris la direction depuis tout un temps déjà. Mais où gagne-t-elle de l'argent? Sur base de l'EBITDA, donc cash flow brut d'exploitation, qui est la vraie mesure de la rentabilité d'une entreprise, la donnée la plus regardée par les analystes. Amérique centrale, 39%. Ah, c'est pas le Brésil, mais non, c'est le Mexique avant tout. Amérique centrale, 39%. États-Unis, 21%. Amérique du Sud, 18%. Donc, AB InBev trouve sa rentabilité en Amérique, globalement, pour 78% du total. Ah ouais. Voilà, c'est quand même intéressant à savoir. L'Europe, c'est 14%, Asie-Pacifique, 8%. Donc, quand on dit, tiens, on a un souci en Chine, c'est pas très grave. La Chine ne pèse pas très lourd dans la rentabilité. Il faut que tout aille bien aux États-Unis et surtout au Mexique, en réalité. Bon, voilà. Et ça, c'est pas gagné. Au niveau des analystes, est-ce qu'ils restent ou ils redeviennent positifs avec AB InBev? Mais ils redeviennent positifs. En fait, disons que bon, le cours, pour rappel, a bien réagi, effectivement, hein, mais c'est vrai que vu le passé un petit peu difficile, que dis-je, très difficile d'AB InBev, il reste un petit peu sur la touche, il faut quand même bien le dire, parce que déjà, le cours a bondi de 9% lundi, mais on est à un peu plus de 7 seulement au bout de la semaine. Donc, le négatif, les prises de bénéfices sont un peu emportées. Et alors, si on regarde l'évolution du cours sur plus longue période, plus 25 depuis le début de l'année. Oui, mais on est seulement à 17 sur un an. Donc ça veut dire que l'année passée, ce n'était pas encore tout à fait ça. On est à 17 sur 5 ans. Donc pas mal d'années pour rien. Et on est à moins 38 sur 10 ans. Mince. C'est vrai que AB InBev est quand même une entreprise qui a sombré au niveau des résultats et au niveau du cours de bourse. À 69 vendredi, on est au-delà des 45 de janvier de l'année passée, mais on est très loin des 120 € de novembre 2015. C'est vrai que les résultats, c'était pas ça, l'endettement a explosé, le dividende a été raboté à 1 € alors qu'on se situe à un moment donné à 3,60 €. Donc voilà, très bonne nouvelle d'AB InBev, mais vu ce passé catastrophique, visiblement, les analystes sont quand même encore en position d'attente, on va dire. Comme pour Umicore d'ailleurs, mais enfin, Umicore, on l'a vu, beau bond sur l'ensemble de la semaine, ici non.
AB InBev est moins bien vu que Umicore, visiblement. À appréhender encore avec Oui, prudence. on attend encore quelques confirmations, visiblement. Dans ce débriefing général, Guy, quelle leçon peut tirer l'investisseur de toutes ces données? Mais je dirais que bon, on a pas mal parlé donc de Umicore et d'AB InBev, je vais peut-être pas y revenir, mais revenir peut-être sur l'emploi américain. Comme je l'ai signalé, donc création d'emplois très supérieure aux attentes. C'est un titre qu'on a vu partout, mais évolution des salaires, elle, en dessous des attentes. Et comme je le disais, ceci compense un peu cela dans les perspectives de baisse de taux, voire de hausse de taux qu'il faudrait peut-être. Donc aux États-Unis, on parle de baisse de taux, hein, mais pas tout de suite. Donc il faut bien voir que c'est pas toujours le diable qui se cache dans les détails, c'est parfois l'ange aussi. Les 3,6 au lieu de 3,8 de progression compensent un peu les 115 de création d'emplois. Quand on annonce des chiffres de l'emploi ou autre, il faut regarder non pas seulement celui qui est en tête de gondole, mais également les autres, et c'est parfois un enseignement assez important. Eh ben, merci beaucoup, Guy. Je vous propose maintenant de faire un petit point avec Vincent Juvin sur la microéconomie dans le contexte géopolitique actuel. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé cette semaine From Macro to Micro. Depuis le début de la guerre en Iran, les investisseurs ont les yeux rivés sur les cours du pétrole et sur l'évolution de l'inflation qui fluctue au gré des développements géopolitiques. Jusqu'ici, l'attention s'est donc clairement portée sur l'impact macroéconomique de ce conflit. Malheureusement, l'espoir d'un conflit de courte durée s'éloigne de semaine en semaine. Les investisseurs tentent désormais d'en mesurer les conséquences sur l'économie mondiale, l'inflation et l'activité des entreprises. Sur le plan économique, il faudra sans doute attendre la publication des chiffres de croissance du PIB du deuxième trimestre pour évaluer pleinement l'ampleur des dégâts. Cela dit, certains indicateurs avancés, comme les PMI, laissent déjà entrevoir un ralentissement de l'activité économique mondiale, plus marqué dans certaines régions, notamment en Europe. En attendant d'y voir plus clair sur le plan macroéconomique, les investisseurs peuvent toutefois se tourner vers les données microéconomiques, c'est-à-dire vers l'activité des entreprises. Nous sommes en pleine saison de publication des résultats de part et d'autre de l'Atlantique et les grandes entreprises cotées commentent l'évolution de leurs activités au cours du trimestre écoulé ainsi que leurs perspectives pour les mois à venir. À cet égard, les résultats du premier trimestre apparaissent plutôt résilients. Aux États-Unis, environ 60% de la capitalisation boursière a déjà publié ses résultats et les bénéfices progressent de plus de 30% sur base annuelle, tandis que les analystes anticipent une croissance de 20% pour l'ensemble de l'année, soutenue notamment par de fortes révisions à la hausse dans les secteurs de la technologie et de l'énergie. En Europe, davantage affectée sur le plan économique par la crise, la dynamique est plus modérée, mais reste néanmoins très positive. Les bénéfices progressent de 11% sur un an au premier trimestre et les analystes tablent sur une croissance de 15% pour l'ensemble de l'année. Ces dernières semaines, ces éléments positifs sur le plan microéconomique ont quelque peu éclipsé les incertitudes macroéconomiques, ce qui explique en partie la bonne tenue des marchés financiers qui ont parfois atteint de nouveaux records. Attention toutefois, si le conflit devait s'éterniser, les facteurs macroéconomiques pourraient rapidement revenir au premier plan dans les prochaines semaines, mais cela fera l'objet d'un prochain podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.